consacrée aujourd'hui à Jean-Paul Sartre et le XXe siècle avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre, l'historien Alexandre Adler, le doyen François Guéry, le philosophe et également le journaliste Alexis Lacroix, directeur de la publication du journal de la rédaction d'ActuJ. Merci, merci cher ami. Alors, heureuse de vous retrouver, chers amis, Alexandre Adler, Marielle David, François Guéry, Alexis Lacroix, et je dirais même plus, c'était joyeuse de vous rassembler, chers auditeurs, que nous remercions de nous avoir suivis, plus nombreux cette année, et jusque d'ailleurs dans le mois d'août, et nous en sommes très heureux. Alors, cette année civile, 2021-2022, nous allons vous proposer moins un inventaire qu'un parcours au sein des philosophies et des philosophes contemporains, dans une liste évidemment nécessairement sélective, mais dans une présentation que nous essaierons d'être aussi vraie que juste. Et donc, nous commençons dans ce parcours où la philosophie contemporaine, vous le savez, à côté de la métaphysique, a traité de politique, d'art, de droit, d'histoire et de sciences. Nous commençons par Jean-Paul Sartre en nous posant la question de savoir si elle s'est engagée ou non sur des chemins qui ne mènent nulle part ou quelque part. Car Jean-Paul Sartre, évidemment, est quelqu'un qui, au fond, a couvert une grande partie de l'éventail de ses intérêts. Et nous commençons par son texte. L'existentialisme athée déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Après l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe. C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité. Que voulons-nous dire par là, sinon que l'homme a une plus grande dignité que la pierre ou que la table? L'homme se jette vers un avenir. Il est d'abord un projet qui se vit subjectivement au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. L'homme est responsable de ce qu'il est. Nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme, ne crée en même temps une image de l'homme, une image valable pour tous et pour notre époque tout entière. Notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière. Si je suis ouvrier, si je choisis d'adhérer à un syndicat chrétien plutôt que d'être communiste, je veux indiquer que la résignation est au fond la solution qui convient. Si je veux me marier, par là j'engage non seulement moi-même, mais l'humanité tout entière sur la voie de la monogamie. Lorsqu'on parle de délaissement, expression chère à Heidegger, nous voulons dire seulement que Dieu n'existe pas et qu'il faut en tirer jusqu'au bout les conséquences. Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait alors permis ». Si en effet l'existence précède l'essence, il n'y a pas de déterminisme. Ne nous trouvons pas face à nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Nous sommes sans excuse. L'homme est condamné à être libre. Le délaissement implique que nous choisissions nous-mêmes notre être. Le délaissement va avec l'angoisse. La seule chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte. Il ne peut avoir de vérité autre au point de départ que celle-ci. Je pense, donc je suis. C'est là la vérité absolue de la conscience s'atteignant elle-même. Toute théorie qui prend l'homme en dehors de ce moment supprime la vérité. Elle est la seule à donner une dignité à l'homme, c'est la seule qui n'en fasse pas un objet. Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Cette pensée peut paraître dure à quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, mais elle dispose à comprendre que seule compte la réalité et que les rêves permettent seulement de définir un homme en négatif. L'existentialisme est un humanisme. L'homme est constamment hors de lui-même. L'homme est ce dépassement. Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain, l'univers de la subjectivité humaine. Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme, 1900,
46. Merci beaucoup, cher Alexis, de cette lecture d'un texte un peu long, il faut bien le dire. Alors, quelques mots sur la personnalité de Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Et donc, quelques traits saillants de cette personnalité, au fond, qui a marqué tout le siècle, surtout la deuxième partie du XXe siècle. Eh bien, on peut relever qu'il était un enfant de la bonne bourgeoisie protestante, de la famille d'Albert Schweitzer, famille de polytechniciens, son père et ses oncles l'étaient. Deuxièmement, sa vie de normalien, parce qu'il est rentré en 1924 à l'école normale supérieure. C'est là qu'il a rencontré les futures stars de la vie intellectuelle, Paul Nizan, Raymond Aron, Jean Cavaillès, Georges Canguilhem, et qu'il a fait pendant ses études la connaissance de Simone de Beauvoir, qui va devenir la compagne intellectuelle de toute sa vie. Deuxièmement, troisième trait, peut-être, le philosophe brillantissime. Il a commencé d'écrire avant la guerre, des essais remarqués dont La nausée. Surtout, grâce à Raymond Aron, il a lu Husserl et bientôt Heidegger. Et donc, il a publié en 1943 L'être et le néant, qu'il a un chef-d'œuvre, il faut bien le reconnaître, qu'il a rendu immédiatement célèbre. Et l'autre aspect, évidemment, par lequel il est le plus connu peut-être, son engagement politique et ses évolutions. La résistance, on est obligé de mettre un grand point d'interrogation, parce que si on accepte un petit réseau d'intellectuels hostiles à l'occupant, il n'a pas véritablement fait de résistance active. Certains le lui reprochent, quelquefois de manière pas toujours équilibrée. En tout cas, toujours est-il qu'à la Libération, il a rejoint le journal Combat, il a créé Les Temps modernes, où ont écrit immédiatement Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty et Albert Camus, bien sûr. Et à partir de là, évidemment, il s'est engagé dans une lutte contre toutes les formes d'oppression. D'abord les Juifs, réflexion sur la question juive en 1946, puis les Noirs. En 1948, il a préfacé un livre de Senghor. Il a défendu Richard Wright jusque dans les années 70, où il s'est rangé derrière Frantz Fanon. Il a aussi pris position sur, au fond, la persécution en quelque sorte des homosexuels, puisqu'il a célébré Jean Genet, mais surtout, à partir des années 50, eh bien, il est devenu une sorte de compagnon de route du marxisme et du communisme. Tout le monde a en mémoire ces formules. Le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Un anticommuniste est un chien. À partir de là, évidemment, Merleau-Ponty, Aron, Camus se sont d'une certaine façon séparés de lui. Je ne veux pas oublier aussi qu'il a appuyé le combat des femmes, qui était celui de Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, et qu'il s'est engagé avec le manifeste des 121 à sa manière pour l'indépendance du peuple algérien. Enfin, la révolte de 68, tout le monde sait qu'un des leaders du mouvement gauchiste des étudiants, Béni Lévy, est devenu son secrétaire à la fin de sa vie. Pourtant, et c'est le dernier point, c'est pour ça que Sartre est quelqu'un de tellement étonnant, eh bien, au fond, il a rejoint Raymond Aron à propos des boat people vietnamiens, lui donnant au fond raison sur un certain nombre de points, et donc de sorte que, au fond, j'oublie même aussi le côté people et la mise en scène de sa vie, de sorte qu'il a exercé une grande influence sur la société, en particulier sur la jeunesse. Mais alors, j'en viens rapidement au texte, parce que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Même si une grande partie de la vie intellectuelle des années 50-60 s'est retrouvée dans ces engagements, eh bien, il y a une question, n'est-ce pas? Quelle philosophie soutenait tous ces engagements? Et donc, on en découvre certains aspects dans ce texte que vous avez si bien lu, Alexis. Premièrement, une définition de l'existentialisme athée, l'existence précède naissance. Deuxièmement, évidemment, et ça c'est fondamental, une mise en majesté de la subjectivité qu'il relie au cogito, je pense, de Descartes, dont il dit qu'il est la vérité absolue. Bref, l'éruption de la philosophie du sujet, de la philosophie de la conscience, dont il considère qu'à elle seule, elle donne à l'homme sa dignité. L'homme, dit-il, n'est pas, on l'a noté, une pierre ou une mousse. Et donc, au fond, le sujet, c'est le point de départ de Sartre, tel qu'il l'a développé, en particulier dans L'être et dans le néant. Bref, pour le dire en un mot commençant, dans sa philosophie, Sartre était vraiment un bon élève. Il avait lu Kant, il avait lu Hegel, mais il s'est tourné après eux vers Husserl et vers Heidegger. Et en fait, il fait une sorte de synthèse nuancée, avec des nuances, de toute la philosophie de son temps.
Alors, le quatrième thème, c'est la liberté, bien sûr. L'homme est condamné à être libre. Il cite Dostoïevski, nous l'avons noté. Là, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc, l'homme est par-delà le bien et le mal. Et il doit inventer lui-même les valeurs dans ce que Sartre appelle le délaissement. C'est une autre traduction de la Geworfenheit. On traduit souvent par dérédiction, mais lui parle de délaissement. Enfin, dernier point, l'homme est également responsable d'autrui. Là, c'est une distance avec Heidegger, et c'est là que se situe son humanisme. Il se retrouve plus proche de ce que seront ultérieurement sur ces questions un Paul Ricoeur ou un Emmanuel Lévinas. Et donc, on peut dire, n'est-ce pas, même dans ce petit texte, un texte de circonstance, que Sartre est en une certaine manière, sa philosophie, un point d'aboutissement de la grande philosophie du XXe siècle, et c'est-à-dire, au fond, les questions grandeur et limite de cette philosophie. A-t-elle été critiquée? Doit-elle, au fond, être complétée ou remplacée? Je commence par m'adresser à Alexandre Adler en espérant qu'il nous écoute. Donc, oui, je vous écoute avec passion. Merci Alexandre. Donc notre première question s'adresse à vous et elle porte tout naturellement sur la politique et l'histoire. Sartre a enthousiasmé la jeunesse, n'est-ce pas, par son engagement contre toutes les oppressions. On se rappelle le cortège de 50 000 à 100 000 personnes qui a suivi ses obsèques. Mais alors, ma question est la suivante. Contrairement au fond, à d'autres normaliens de son époque, marqués par le protestantisme ou par le judaïsme, je veux parler évidemment de Jean Cavaillès, de Georges Canguilhem, de Raymond Aron, eh bien, Sartre, au fond, n'a pas du tout si vous voulez, pris le chemin qui était celui de ses compagnons, puisque, en vérité, au fond, s'inscrivant dans la philosophie de Husserl et de Heidegger, même s'il les nuance, eh bien, il a négligé, là, par rapport à Raymond Aron, au fond, la célébration de la démocratie. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous aider à comprendre pourquoi ? Oui, je pense qu'il faut ici faire un peu d'histoire des idées et d'histoire tout court. Et là, nous avons un paradoxe extraordinaire. Car, en fait, pendant toute la période 1870-1914, la France a été littéralement impressionnée, terrassée, hypnotisée par le modèle allemand. Bien entendu, l'Allemagne avait gagné en 1870 et on voulait savoir comment elle avait fait pour vaincre la France et comment la France pourrait un jour avoir les instruments de la revanche. Alors il ne s'agissait pas encore de redéclencher une guerre mondiale, mais il s'agissait tout de même de faire jeu égal avec l'Allemagne, de lui tenir tête. Et un homme comme Jaurès, qui a appris l'allemand d'une manière superlative, est tout à fait représentatif de cette génération germanophile. Et ici, il y a un retournement dialectique extraordinaire. C'est que précisément, cette fascination de l'Allemagne, qui avait des côtés très positifs, notamment une réhabilitation d'une certaine forme d'érudition, également aussi un goût pour la science, puisque l'Allemagne était à l'époque capitale de la science. Raymond Poincaré est au fond un homme qui a répondu à cela. Eh bien, tout ceci en même temps s'accompagne d'une certaine fascination excessive du modèle allemand. Et que se passe-t-il précisément dans cette période de l'après-guerre? Eh bien, dans une France qui est encore fascinée au fond par la folie de 1914, qui est donc nihiliste, qui est pacifiste, et Jean-Paul Sartre participe encore de cette culture, il y a du côté d'un certain nombre d'intellectuels protestants, presque tous, des jeunesses protestantes même, qui étaient fascinés par l'idée d'une réconciliation avec l'Allemagne, qui était d'autant plus proche que leur culture avait été très profondément marquée par la pensée allemande. Eh bien, il y a eu une fascination de Weimar. Weimar ne pouvait pas échouer. Weimar était la première tentative démocratique, je dirais presque républicaine, ce n'était pas le mot de l'époque, mais démocratique, oui, de faire vivre une grande Allemagne qui soit fraternelle et qui conjure toutes les folies de l'époque de Guillaume II. Rien de tel n'a eu lieu, bien sûr. Et alors, c'est de cette défense de Weimar que naissent à la fois Raymond Aron,
Jean Cavaillès, Georges Canguilhem, précisément parce que surtout Cavaillès et Raymond Aron connaissaient profondément l'Allemagne et attendaient de l'Allemagne cette salvation pacifiste qui n'est pas venue. Et donc, Raymond Aron s'est tu, comme le témoignage de son épouse nous le dit de manière tout à fait frappante. Il s'est tu en revenant d'Allemagne, mais il n'a certainement pas accepté l'évolution de l'Allemagne. Et comme par hasard, nous le retrouvons en 1940, sans l'appel du général de Gaulle, et même en désaccord avec lui sur certains points, mais évidemment se rendant à Londres et décidant d'appeler à la résistance la première. De la même manière, eh bien, Cavaillès est exactement dans les mêmes dispositions, précisément parce qu'il avait cru à la réconciliation franco-allemande, précisément parce qu'il était un germaniste hors pair. Eh bien, il prend immédiatement le parti de la résistance et il ira jusqu'au sacrifice suprême. Et d'une certaine manière, ce sacrifice, c'est une chose admirable, mais elle s'accompagne aussi chez lui d'une vraie philosophie, c'est-à-dire un appel vibrant et écrit pendant la résistance de remplacer une philosophie de la conscience, celle que précisément Sartre exprime avec un tel brio, par une philosophie du concept, c'est-à-dire par un processus que Althusser appellera un jour sans sujet, mais qui est en fait une pensée plutôt qu'une action romantique. Merci cela, beaucoup, évidemment, Alexandre. c'est cela l'extraordinaire invention de la génération de Raymond Aron et de Jean Cavaillès. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, écoutez, je vais me tourner vers François Guéry. Cher François, n'est-ce pas, vous avez été un des élèves de Canguilhem. Nous étions ensemble à son séminaire. Et d'ailleurs, plus tard, Canguilhem, au fond, m'a raconté tout ce qui le séparait, au fond, quand il était jeune, n'est-ce pas, de Sartre. Mais, en vérité, au fond, comme Cavaillès, il s'est tourné, comme Cavaillès s'était tourné vers les mathématiques, lui, Canguilhem s'est tourné vers les sciences, la biologie, il est devenu médecin, et il a développé ce que nous avons appelé le courant majeur de l'épistémologie française, qui donnait une place à la nature, beaucoup plus importante, n'est-ce pas, que l'idée simplement qu'il y a un univers purement humain. Et d'ailleurs une place à la nature qui a été par la suite aujourd'hui, qui lui est beaucoup plus reconnue. Alors, pouvez-vous, au fond, penser comme Sartre, François, voilà la question que je vous pose, qu'il n'existe qu'un univers humain. Dites-nous, finalement, ce qui résiste à votre sens dans la philosophie de Sartre, qui est toujours actuelle, et ce qui pourrait, au fond, faire l'objet d'une reconsidération. Nous vous écoutons, François. C'est vrai que dans le texte, aussi bien que dans tout ce qui vient d'être dit, l'accent est mis sur cette idée qu'il n'y a pas d'essence de l'homme, pas de nature humaine, pas non plus d'ailleurs de créateur du monde qui donnerait à chaque nature sa nature. Et donc c'est vrai que le texte, par exemple, se présente comme une espèce de manifeste de l'athéisme. L'existentialisme est un humanisme part, si on veut, du présupposé de l'athéisme comme Dostoïevski, etc. Je pense que ça a une actualité non reconnue, si je puis dire, non formulée. Pourquoi est-ce qu'il y a une actualité ? Parce que la position de l'existentialisme exclut l'essentialisme. Or, le combat, la croisade contre l'essentialisme, c'est un des traits de la pensée qui se développe chez nous, après d'ailleurs, comme toujours pour les modes, après les États-Unis, qui se développe comme chez nous, en faveur des LGBT, en faveur du combat des couleurs et des races. Actuellement, par exemple, le mouvement Black Lives Matter dénonce l'hégémonie de la race blanche, le fait que tous les concepts universalistes sont en réalité marqués par une hégémonie qu'on conteste. Et je crois que s'il y a une actualité de cette pensée sartrienne, et je le répète, non admise, non reconnue, quoique pour ce qui concerne Simone de Beauvoir, c'est déjà plus équivoque, si je puis dire. Enfin, Simone de Beauvoir inspire ces mouvements. C'est un constructivisme dont je voudrais essayer de marquer les deux facettes. Oui. On dit, et c'est une sorte de démiurgie de la société, si on veut, tout ce que Dieu était censé avoir créé
en réalité, c'est la société qui l'a créé. Mais on conteste cet ordre, cette construction sociale. On conteste l'hégémonie des Blancs, on conteste l'hégémonie des mâles, on conteste donc assez largement, si on veut, les modèles sexuels, tout ce genre de choses. Donc on conteste cette construction sociale. Et donc il y a deux aspects. Un, ce ne sont que des constructions sociales, donc il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de légitimité, si on veut, ni divine, ni même humaine. Et d'un autre côté, ces constructions sociales sont mauvaises. Je pense beaucoup que Sartre doit en réalité, on pourrait le développer plus largement, au nihilisme russe, qui est une contestation globale, si on veut, de toute la construction sociale telle qu'on en hérite au moment des tsars et qu'on a remplacé, comme on le sait, par quelque chose sur quoi on s'interroge beaucoup. Bien. Mais alors, sur cette construction sociale, donc, si on oppose aux constructions sociales du passé une néo-construction sociale, alors la démiurgie prend une tournure véritablement, moi je dis comme je le sens, totalitaire, en roue libre. Et Hannah Arendt s'est penchée sur ses pensées, sans citer en particulier Sartre, le texte que nous avions cité la dernière fois. Le tout est possible et la porte ouverte à tous les fascismes. Bon, merci beaucoup François. Alors, autre question à notre ami le docteur David. Chère Marielle, lorsque, au fond, les sciences humaines ont marqué leurs premiers points, des points très importants, avec l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, la linguistique de Roman Jakobson, la psychanalyse, n'est-ce pas, de Freud et de Lacan, l'histoire des sciences, même avec Bachelard, ou l'histoire avec Braudel et ses amis, eh bien, on s'est beaucoup récrié contre Sartre à ce moment-là, et en particulier, au fond, récrié contre la suprématie de la conscience et l'oubli de toute forme d'inconscient. Qu'est-ce que vous en pensez, chère Marielle? Oui, c'est-à-dire que effectivement, le début de l'œuvre de Lacan, on peut penser que c'est une réponse à Sartre. Oui. Parce que, bien évidemment, c'est une mise en avant, une place importante donnée au symbolique. Or, d'une certaine façon, on a l'impression que Sartre fait en sorte que l'humain n'ait pas besoin du symbolique. Hein, d'une certaine façon, il le récuse. Et bien qu'il soit complètement dans les mots, parce qu'en même temps, malgré tout, Lacan a dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Bon, donc, et Sartre a écrit les mots. Et Sartre a écrit les mots, donc on voit bien que tout ça est relatif. Maintenant, je crois, curieusement, que d'une certaine façon, Sartre est d'actualité. Alors sur quoi? Alors, d'un mot pour laisser notre ami de Alexis conclure, comme d'habitude. C'est que quand Lacan amène toute cette question du symbolique et de l'autre, il amène aussi la question du père. Oui. Bon. Or, depuis l'œuvre de Lacan, je dirais pendant l'œuvre de Lacan, c'est quelqu'un qui a compris des tas de choses et qui a évolué beaucoup, et qui a compris que la question du père, elle était en train de chuter. Bon. Et qu'est-ce qui se met à la place du père? Bon, il faudrait l'expliquer un petit peu longuement, mais c'est le frère. Je pense je pense que actuellement, ce qui était considéré comme structurant le symbolique, maintenant, c'est quelque chose où, au fond, on reconnaît l'autre comme son frère, bizarrement. Et qu'on est à ce moment où, reconnaissant l'autre comme son frère, on va se redresser, on va marcher. Et vous voyez qu'il suffit de parler de cette association de l'image de soi, de soi-même, comme lié à son frère avec la marche, pour voir que c'est passé directement dans le politique. Très intéressant, chère Marielle. Alors, à vous, Alexis, parce que, au fond, on se tourne vers vous parce que, au fond, vous êtes de la jeune génération, hein, pardonnez-moi, mais aussi, vous connaissez très bien, n'est-ce pas, la génération d'avant. Vous êtes amis avec Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, qui sont des admirateurs ou des émules, en quelque sorte, de Sartre. Alors, disons-le franchement, n'est-ce pas, vis-à-vis de la personne de Sartre, eh bien, je crois qu'on sera tous d'accord ici, il y a une affection de toute notre génération pour Sartre en raison des luttes qu'il a menées contre les oppressions. Mais en ce qui concerne, et par conséquent, nous sommes unis sur ce plan-là, mais en ce qui concerne son influence
philosophique et intellectuelle, eh bien, nous sommes plus divisés. Et en particulier, ceux qui, au fond, comme quelques-uns d'entre nous, se sont intéressés aux sciences, ont préféré d'emblée Spinoza, recommandé par Cavaillès, à Descartes. Et donc, ce sont nécessairement, d'une certaine façon, philosophiquement éloignés de Sartre. Alors, même si nous regrettons que nos aînés épistémologues n'aient pas mené véritablement, au fond, n'aient pas construit une nouvelle métaphysique critique de la grande philosophie romantique allemande qui avait formé Sartre. Alors, qu'en pensez-vous, Alexis ? En tout cas, vous pointez effectivement un champ de tension, un paradoxe. C'est-à-dire que je me souviens d'un texte d'ailleurs très éclairant de Hans Jonas sur l'ontologie sartrienne, qu'il critique évidemment très fortement, puisque ça a été dit par chacun d'entre vous. Pour Sartre, seul l'homme est créateur de valeur. Le monde n'a aucune valeur en lui-même, et donc s'il n'y avait pas d'intervention de la subjectivité humaine, le monde ne prendrait aucun relief de valeur. Bien sûr. Et donc effectivement, il y a un lien entre cette pensée-là et on va dire le nihilisme philosophique. Peut-être pas le nihilisme politique, mais le nihilisme philosophique. Et donc Jonas, évidemment, a critiqué, dans une génération à peu près la même d'ailleurs que celle de Sartre, il est né en 1903, il a fortement critiqué cette ontologie. Mais ce qui est intéressant, évidemment, dans le cas de Sartre, c'est qu'il n'a pas la politique de sa philosophie. C'est-à-dire que tout le prédestinait. Tout à fait juste. Voilà, tout le prédestinait à être, si on veut, un anti-weimarien, et donc tout en découle, c'est-à-dire un anti-droit de l'homme. Et au fond, il a été, pour votre génération, Blandine, pour la génération de Bernard-Henri Lévy, qui lui a rendu un très bel hommage, d'ailleurs, dans un livre, il est paru il y a 20 ans, Le siècle de Sartre, il a été un professeur en droit de l'homme, c'est-à-dire qu'il a à la fin. À la fin, non mais d'accord, mais enfin, c'est ça qui est important, c'est le dernier moment, si vous voulez, à partir des années 60, avec des engagements qu'on peut contester, bien sûr. Pas sur le plan philosophique. Oui, mais justement, sa politique était dissociée de sa philosophie, et donc effectivement, il a probablement sur la durée, étant donné qu'il prépare, vous l'avez dit très bien, il prépare la révolution de lévinassienne, en quelque sorte le cogito pro autrui de Lévinas, il a empêché de réfléchir sur le fond à la meilleure manière de défendre philosophiquement la démocratie. La meilleure manière de défendre philosophiquement la démocratie, ce n'est peut-être pas à partir de l'ontologie de la Geworfenheit, c'est peut-être effectivement à partir d'une compréhension, on va dire, plus holistique de la nature, telle que la philosophie des sciences, mais aussi le spinozisme l'a permise. Mais permettez-moi quand même une remarque. Justement, on est à front renversé. Sartre a une ontologie totalitaire et une politique démocratique, mais beaucoup de spinozistes, pas vous naturellement, mais beaucoup de spinozistes ont été de fervents soutiens d'un communisme totalitaire et le sont parfois encore pour certains d'entre eux. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant. Il y a un chiasme à méditer. Oui. Beaucoup de spinozistes n'aiment pas la démocratie, n'aiment pas les droits de l'homme, n'aiment pas l'Amérique, sont obsédés par l'Empire. C'est très étonnant. Je pense notamment à Tony Legri. Oui, mais mais écoutez, vous ouvrez un champ de réflexion que nous allons poursuivre et je vous remercie tous très chaleureusement. Merci à tous. Merci beaucoup.